À ce midi du collectif qui est dédié à l'identification des professionnels et donc plus particulièrement au portail RPPS+. Pour rappel sur l'organisation de ce webinaire, donc les micros sont coupés pendant les temps d'intervention. Nous les réactiverons, au moment des temps d'échange, donc pour les questions-réponses. Donc voilà, et à ce moment-là, on vous invitera à, lever la main pour pouvoir prendre la parole. Et donc la session est enregistrée, c'était précisé dans votre lien d'inscription, mais donc on vous le rappelle également pour pouvoir, rediffuser le webinaire, ensuite. Et donc comme toujours, cette session et donc le replay et le support, utilisé seront disponibles sur le site de l'ARS. Donc pour ce thème aujourd'hui, nous avons 2 intervenants. Judy Mariotto donc de l'ANS qui est présente, avec nous et Sébastien Rambaud donc des PEP 69, qui pourra, nous faire donc un retour d'expérience sur le RPPS+. Et donc tout de suite, je vais, laisser la main à Judy pour vous présenter le portail RPPS+. Merci beaucoup Priscilla. Je pense qu'on peut, voilà, on peut aller tout de suite sur la première slide. Merci beaucoup. Donc l'enregistrement dans le portail RPPS+ pour les utilisateurs de services numériques en santé. L'enregistrement dans le portail RPPS+ se distingue de l'enregistrement obligatoire que sont l'enregistrement par les ordres et par les ARS, notamment en lien avec les obligations juridiques. Pour l'enregistrement dans le portail RPPS+, on ne vise pas l'exhaustivité. L'enregistrement dans le RPPS+, doit répondre vraiment à un besoin sur lequel on reviendra tout de suite après. Et donc, aujourd'hui, nous avons 20 professions qui sont enregistrées qui peuvent être enregistrées dans le portail RPPS+. On a bien conscience que ça ne couvre pas tous les besoins et donc c'est une nomenclature qui a vocation à être enrichie. Voilà, le point essentiel à retenir, c'est vraiment que c'est un enregistrement quand c'est utile, que l'enregistrement dans le portail RPPS+ n'est pas obligatoire et doit réellement répondre à un besoin et à un usage derrière, numérique en santé. Pourquoi s'enregistrer dans le portail RPPS+? Le besoin que j'évoquais juste précédemment, il y en a deux principaux. L'enregistrement dans le portail RPPS+, va vous permettre d'être enregistré dans le référentiel national, le RPPS, et donc cela va vous permettre de disposer d'une identité numérique qui est unique et pérenne, au même titre que les médecins et autres professions qui ont ce numéro RPPS. Pourquoi, quel intérêt pour vous de vous enregistrer dans le portail RPPS+, soit de disposer d'une ICPS, et donc ça vous permettra d'accéder à des services numériques locaux, le DUI par exemple, régionaux, les plateformes e-parcours, les plateformes régionales, et nationaux, le DMP essentiellement, lorsque vous êtes en mobilité sur un appareil mobile, etc. Le deuxième besoin, le deuxième cas d'usage, c'est de disposer d'une boîte aux lettres nominative de santé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup d'établissements médico-sociaux ont déjà une boîte aux lettres organisationnelle. Nous avons réalisé une phase d'expérimentation à laquelle a justement participé activement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce dont on s'est rendu compte lors de cette expérimentation, c'est que les cas d'usage étaient essentiellement de pouvoir disposer d'une ICPS, plus qu'une boîte aux lettres nominative, puisque dans certains cas, dans certains établissements, la boîte aux lettres organisationnelle peut suffire. Comment on s'enregistre dans le portail RPPS+, et puis éventuellement on pourra parler de quand aussi. On a essayé de le faire un petit peu par étapes pour être le plus factuel possible. La première étape, et qui est vraiment le prérequis pour accéder à tous les moyens d'identification électronique que propose l'ANS, que ce soit du certificat, des cartes CPS, des cartes CPE, etc., et également l'enregistrement dans le portail RPPS+, c'est la contractualisation. Vous devez contractualiser par le contrat d'adhésion avec l'ANS. C'est vraiment le prérequis, le passage obligé, vous n'y couperez pas. Ensuite, il est essentiel de définir une stratégie d'enregistrement des professionnels à rôle de la structure.
À nouveau, de l'expérimentation, ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt les grades qui avaient la responsabilité d'enregistrer les professionnels. Aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que on pense qu'il est préférable que ce soit les établissements qui enregistrent les professionnels dans le portail RPPS+. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus de visibilité sur les entrées-sorties au sein des établissements. L'enregistrement peut se faire soit au niveau de l'établissement même, ou soit au niveau de l'organisme gestionnaire, au niveau de l'entité juridique. Ça, c'est vraiment, voilà, il faut le réfléchir, c'est un point essentiel au démarrage du projet RPPS+. Ensuite, là, c'est un petit peu plus technique, c'est vraiment, vous avez à préparer votre poste de travail et à installer le lecteur de carte qui vous permettra concrètement, avec votre carte, d'accéder au portail RPPS+, de pouvoir vous connecter. Ça, c'est pour votre... Alors, pardon, j'ai sauté une étape. J'ai sauté l'étape de la désignation du gestionnaire qui, effectivement, je me disais aussi, bon, vous devez en effet d'abord désigner votre gestionnaire RPPS+. À nouveau, c'est un petit peu de paperasse qui vous sera demandé. À l'aide de formulaires, je vais vous parler de formulaire barbare, le formulaire 301 ou le formulaire 502. Une fois que vous aurez complété et envoyé ces formulaires, en retour, vous aurez la carte, une carte CPX, et donc qui vous permettra concrètement de vous connecter au portail et de commencer les enregistrements dans le portail RPPS+. Vous devrez ensuite recueillir les données des professionnels à enregistrer pour pouvoir les enregistrer. Sur le recueil des données personnelles, il y en a 3 qui sont essentielles, les données d'état civil, les données de contact et la situation professionnelle, le rôle et la profession. Ce que je vous propose, c'est d'insister essentiellement sur le rôle et la profession. Le rôle, c'est en lien notamment avec les accès au DMP. Aujourd'hui, on a 5 rôles qui sont identifiés. On a un rôle, si vous pouvez passer la slide suivante, Priscilla, on a un rôle, voilà, on a un rôle qui est par exemple les fonctions de coordination et d'orientation. Par exemple, celui-ci, vous avez le détail ensuite, c'est le rôle qui offre les droits d'accès les plus étendus, les plus larges. Et vous pourrez accéder à des plans personnalisés d'accompagnement, à des CR médicaux, etc. Et donc, vous avez ces 5 rôles qui sont essentiels pour un professionnel. Et finalement, pour vous prendre un exemple concret, un éducateur spécialisé au sein d'un établissement, il pourra avoir un rôle du coup assez large de coordination et d'orientation. Et dans une autre structure, il pourra avoir un rôle différent et plutôt d'accompagnement. Voilà, donc ça, c'est vraiment un prérequis de savoir quel est le rôle de mon professionnel dans le portail, enfin au quotidien dans ma structure, pour lui donner les droits d'accès qui vont bien ensuite. Et vous avez du coup le détail de chaque rôle, le droit d'accès associé. Donc, comme je le disais, les coordinations et d'orientation, c'est le plus large. Vous avez beaucoup de droits d'accès. Et ensuite, voilà, vous avez les 4 autres rôles qui ont des droits d'accès un petit peu plus limités au DMP. Et enfin, vous avez dans la situation professionnelle, vous avez aussi donc la profession. Et c'est là où on en vient aux professions que j'évoquais tout au début, qui n'ont pas d'obligation, hein, qui sont donc les aides-soignants, les ambulanciers, etc. et qui sont caractérisés du coup par le diplôme. Finalement, c'est ce qu'est la personne. On en a conscience, les professions, pardon, ne sont pas encore complètement exhaustives. Il y en a 20, ça ne couvre évidemment pas la réalité du terrain. Et donc, il est prévu de pouvoir en ajouter, de pouvoir faire des demandes en précisant voilà, quelle serait la nouvelle profession, la volumétrie et quels usages. Ça, vous pouvez le faire notamment en lien avec votre grade, puisque nous, on est régulièrement en contact avec Priscilla et avec les autres grades pour justement échanger sur ses besoins et instruire les demandes. Si vous avez des questions, on pourra y revenir ensuite sans problème. Étant donné que notre temps était assez court, on a essayé d'aller à l'essentiel. Mais si vous souhaitez revenir sur peut-être une des étapes que j'ai évoquées, on pourra tout à fait ensuite. Merci beaucoup, Julie. Sébastien, je te laisse prendre la main sur le retour d'expérience.
Ouais, c'est bon, merci. C'est bon, le diapo est bien à l'écran pour tout le monde? Oui. Ça marche. Voilà, donc moi je suis responsable informatique des PEP 69 et en fait j'interviens pour le compte des PEP Rhône-Alpes puisque je suis chef de projet santé numérique dans le cadre du programme ESMS numérique. Donc d'envergure un peu plus large que uniquement le RPPS+, mais la démarche RPPS+, s'inclut dans le programme ESMS numérique que l'on a souhaité mettre en place au sein des PEP Rhône-Alpes. Donc juste pour poser le cadre, les PEP Rhône-Alpes, c'est 45 établissements, 800 professionnels et on intervient majoritairement dans le secteur personnes handicapées peu médicalisées et dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc nous, ce dont à quoi on a réfléchi dans le cadre des créations des RPPS+, qui est en cours, c'est de choisir quels seraient les professionnels concernés par cette démarche. Et en fait, on a souhaité l'étendre à un maximum de professions, puisque tous les professionnels à ordre ont déjà, eux, leur identifiant. On a souhaité, du coup, étendre ça à quasiment la majorité, la totalité des autres, c'est-à-dire les éducateurs, les enseignants, les directeurs d'établissement ou les secrétaires. Puisque l'objectif pour nous de la démarche, c'est de déployer un maximum l'usage de la messagerie sécurisée de santé. Donc ça, ce qui est un des objectifs du programme ESMS numérique. Donc on a vraiment voulu inclure le RPPS dans cette démarche. Mais c'est également aussi pour utiliser d'autres services socles qui nécessitent un RPPS+, comme la gestion de l'INS ou l'accès au dossier médical partagé par ces professionnels-là. Donc dans la démarche, comme on le disait juste avant, une étape importante, c'est le recueil des données. Pour ça, c'est passé par une phase de sensibilisation du personnel. On a créé une note d'information détaillée sur l'intérêt du RPPS+, et sur le type de données en fait, qu'on allait devoir recenser et transmettre pour la création de ces identifiants. Puisqu'on disait tout à l'heure, c'est des données d'état civil, des données de contact, donc qui sont relativement personnelles. Donc, c'était rassurer les professionnels sur l'utilisation qu'on allait faire de ces données personnelles qu'on allait recueillir. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi créé un registre de traitement spécifique dans le cadre du respect de la RGPD. Donc, les DPO des différentes structures ont été informés de cette démarche, comme quoi on allait traiter des données à caractère personnel concernant l'ensemble de nos salariés, mais avec une limite de date, de se dire, voilà, ces données ne seront conservées que pendant la phase de création des identifiants RPPS et les fichiers seront supprimés dès que les identifiants seront créés. Et l'autre information importante qu'on a communiquée aux salariés, c'est de dire que ces données en fait n'allaient pas être diffusées dans un annuaire ou ailleurs. Par exemple, le numéro de téléphone ne servira qu'à recevoir le code d'accès dans le cadre de la double authentification lors d'utilisation de la MSS, par exemple. Voilà, on ne crée pas un annuaire avec des données personnelles, c'est uniquement des données nécessaires à l'authentification. Et dernier point qu'on a fait aussi, c'est la création d'une FAQ à destination des directions qui vont être les personnes qui vont recueillir, on va dire, toutes les données personnelles. Donc là, on vous a mis juste deux, trois petits exemples. Ça, c'est la FAQ qui avait été diffusée dans les PEP Sud Rhône-Alpes, donc Isère, Drôme et Ardèche, où voilà, c'était pour que les directions puissent avoir les réponses à différentes questions qui pourraient se poser. Donc, par exemple, quel est le numéro de mobile? Donc, il est important d'indiquer le numéro de mobile, car le RPPS est un numéro à vie
qui concerne la personne de manière individuelle et pas la personne rattachée à un établissement des PEP. C'est-à-dire que si cette personne quitte la structure PEP pour aller travailler ailleurs, et ben, du coup, le RPPS, elle le conserve et le numéro de téléphone, ça sera toujours le sien. Il faut qu'elle puisse avoir accès à ce téléphone-là pour recevoir son code d'authentification. Donc, il y a toute une série de questions. On pourra diffuser via Priscilla après la FAQ si vous le souhaitez pour pouvoir la consulter en intégralité. Mais ouais, ça a été tout un ensemble de questions qui ont permis aux directions de pouvoir recueillir ces données de manière plus simple et pouvoir répondre en fait aux interrogations que les salariés pouvaient se poser lors de cette démarche. Et comme le disait Sylvie tout à l'heure, l'enregistrement des professionnels, il faut définir quelle organisation on souhaite mettre en place. Nous, on est encore en cours de réflexion sur ce choix-là, entre tout centraliser ou en décentraliser une partie. C'est comme je vous le disais, c'est une démarche qui se fait au niveau régional. Donc ça regroupe 5 organismes gestionnaires. Et ça paraît complexe de faire reposer toute la démarche de gestion des identifiants RPPS+, sur uniquement 2 personnes, puisque je travaille avec Chloé Dangman, on est l'équipe SI régionale. Et donc, uniquement 2 personnes pour gérer 800 salariés, ça paraît complexe. Donc on va peut-être décentraliser à minima par organisme gestionnaire la gestion des RPPS+, pour que ça soit plus pertinent. Et avec une implication des services RH, puisque c'est eux qui détiennent une grande partie des informations nécessaires sur l'état civil, sur les informations de contact, en lien avec les directions d'établissement, puisque c'est eux qui vont savoir quels sont les rôles que l'on va pouvoir attribuer à chaque professionnel. Et voilà, comme je disais, l'autre possibilité, ça serait de tout centraliser sur un référent régional, qui paraît moins plausible vu le volume en fait d'identifiants que l'on aurait à gérer. Mais voilà, ça peut se réfléchir dans certains cas si on peut arriver à globaliser certaines démarches. Et voilà, pour ma part, Priscilla, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Peut-être qu'avant de prendre les questions, on pourrait juste repréciser, Judy, sur les documents qui vont être mis à disposition. Alors, d'ores et déjà, là, sur ce webinaire, on a décidé d'aller assez vite sur certaines parties. Néanmoins, sur le support qui vous sera transmis, vous retrouverez bien pour chacune des étapes qui ont été présentées par Judy le détail des formulaires qui sont à remplir avec les liens pour qu'ils soient accessibles. Voilà, donc vous retrouverez tous ces éléments. Néanmoins, il me semble qu'il y a un guide qui est prévu à destination des structures. Effectivement, alors il y a un guide d'appui à l'enregistrement des professionnels à rôle qui est prévu et qui sera du coup communiqué au grade et qui pourront vous le communiquer ensuite. Au sein de ces guides, comme l'a dit Priscilla, vous aurez les liens vers tous les formulaires et vous aurez aussi des petits manuels qui vous permettront de faciliter votre saisie. Un petit peu des pas à pas de l'enregistrement pour qu'une fois que vous êtes sur le portail, voilà, quand on parle justement de ce rôle, quand on parle de la profession, vous sachiez quoi compléter. Peut-être juste également, je l'avais évoqué tout à l'heure, j'en ai pas parlé, au niveau des plannings, donc le portail RPPS+, aujourd'hui n'est pas encore disponible. En tout cas, depuis la phase d'expérimentation, on a procédé à quelques évolutions de l'ergonomie notamment, et puis justement pour ajouter ce rôle et ces droits d'accès au DMP. Donc le portail n'est pas encore opérationnel et le sera au mieux, donc je prends des précautions et des pincettes, au mieux mi-juin. Pour autant, je pense que vous a déjà sensibilisé sur le sujet, mais j'aurais tendance à dire, n'attendez pas pour ce qui est de la contractualisation, de toute la paperasse administrative qui est malheureusement un passage obligé et qui peut prendre du temps, parce qu'effectivement, vous avez le contrat d'adhésion, vous devez également compléter le formulaire
de désignation du représentant légal, donc qui est bien souvent le directeur d'établissement. Et puis ensuite, voilà, la désignation des gestionnaires RPPS+, passe également par des formulaires à compléter. Donc ça, c'est des guides qu'on a déjà mis à disposition. J'allais dire, on a scindé la partie prérequis à l'enregistrement et la partie vraiment appui à l'enregistrement, où ce dernier, en effet, n'est pas encore disponible et est en train d'évoluer. Puisque, j'en dis 2 mots également, je suis désolée, si aujourd'hui, la modalité de contractualisation qui était privilégiée, c'était une contractualisation par entité juridique pour le RPPS+, et une contractualisation par entité géographique pour les certificats. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de ne contractualiser que par entité juridique, à la fois pour le RPPS+, et à la fois pour les certificats. En quoi ça vous simplifie la vie? Ça vous évite, si vous avez un organisme gestionnaire avec 20 établissements, vous n'avez plus qu'un contrat à faire au lieu des 20. Donc, c'est quand même une simplification assez importante pour vous et qui vous permet à la fois la commande de certificats et l'enregistrement des professionnels à rôle dans le portail RPPS+. Merci pour ces précisions. Et du coup, c'est le moment des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Je vais réactiver les micros. Donc, voilà. Mais levez quand même la main pour qu'on puisse échanger de façon ordonnée. Alors, on peut commencer par une question de Nathalie Duplessis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans les premières démarches où on doit s'inscrire, etc., il y a aussi la façon dont comment on peut procéder pour obtenir les lecteurs de cartes, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on a une idée du coût? Voilà. Absolument, oui, c'est inscrit dans les guides. Le lecteur de cartes coûte environ une vingtaine d'euros. Et vous pouvez le commander et il y a tout le process également explicatif de comment comment le commander et comment le faire marcher, puisque vous devez installer ce qu'on appelle la cryptolib, qui finalement est ce qui vous permettra de lire ce lecteur de cartes. Et donc ça, évidemment, c'est pas forcément évident. Donc c'est expliqué dans le guide. On ne s'y est pas attardé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est bien présent dans le guide. Très bien, super. Merci beaucoup. Il y aurait d'autres questions? C'est toujours Madame Duplessis, je peux reposer une question? Allez-y. Une fois qu'on va mettre ce système en place, est-ce que ça va venir effacer? Parce que je vois que là, il y a GSC, SARA, l'ARS. Tout à l'heure, vous parliez du coup d'une boîte aux lettres nominative. Une fois qu'on va être enregistré, j'imagine qu'on n'aura plus à utiliser mon CISRA? Ou ça va être regroupé, ça va en faire plus qu'une? Parce que là, on est déjà enregistré avec mon CISRA. Comment ça va se passer? Alors, allez-y, je crois que vous vouliez… Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc mon CISRA, c'est la messagerie sécurisée. Aujourd'hui, en fait, sur la messagerie sécurisée, vous avez pu être enregistré donc pour les professionnels de santé avec leur numéro RPPS ou ADELI, ou parfois quand on ne l'avait pas avec le numéro de matricule interne. L'objectif, c'est bien là que pour les adresses de messagerie nominative, comme ça a été présenté, on se base donc sur le numéro RPPS, donc après enregistrement des professionnels dans le RPPS+. Mais c'est 2 choses différentes. Le portail RPPS+ permettant l'enregistrement permet d'identifier donc à vie le professionnel comme faisant partie de la prise en charge d'un usager et pouvant donc accéder à des documents et aux services socles. Donc c'est l'objectif du référencement qui est complètement différent de l'adresse en tant que telle, c'est-à-dire de la boîte de messagerie qui, elle, nécessite donc cet enregistrement préalable au RPPS. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, oui, merci. Ce qui me pose question, c'est que
Nous, ça fait des années, je suis dans le Rhône, mais du côté de Villefranche, on a été un des premiers à avoir mis en place Mon Sisra parce que la messagerie sécurisée, pour nous, ça nous paraissait une évidence plus que Outlook. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de personnes qui l'utilisent qu'en fin de compte, en messagerie sécurisée, on est loin d'atteindre la perfection. Donc, je me dis, on va doubler, il va y avoir encore un autre système, mais comme ce n'est pas obligatoire, comme vous l'avez dit au départ, j'ai l'impression qu'on va retomber encore dans un autre système où nous, de notre côté, on va vouloir sécuriser au maximum. Mais si les partenaires locaux ne le font pas, et ben voilà, qu'est-ce que ça va changer de plus? Après, c'est aussi ce pourquoi j'évoquais le besoin justement de réfléchir au cas d'usage. Pourquoi et en quoi mon professionnel il a besoin d'une boîte aux lettres nominative? Ou alors est-ce que plutôt le cas d'usage recherché, c'est de disposer d'une ICPS et justement d'avoir accès à mon DUI, à ma plateforme depuis mon téléphone mobile en mobilité? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en tout cas dans notre expérimentation, ce qui était recherché, c'est plutôt de pouvoir disposer d'une ICPS parce que effectivement certaines régions ou certains établissements s'en sortaient bien avec une boîte aux lettres organisationnelle et n'avaient pas forcément besoin de fournir à leurs employés des boîtes aux lettres nominatives. Donc, il y a vraiment un travail aussi peut-être j'allais dire de sensibilisation, comme l'a évoqué tout à l'heure Sébastien, et aussi voilà, de se poser la question de quel est mon besoin, pourquoi je dois équiper mon professionnel, et aussi en a-t-il réellement besoin? Puisque ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'on ne vise pas l'exhaustivité et qu'il faut qu'il y ait voilà, un cas d'usage derrière cet enregistrement dans le portail RPPS+. Et donc peut-être pour compléter, là aujourd'hui, le programme SMS numérique, dans son ensemble, il vise vraiment quand même à favoriser l'usage, des services socles et donc de la messagerie, sécurisée de santé. Donc l'objectif, c'est bien que les structures, avec lesquelles vous pouvez, être en lien et travailler soient petit à petit aussi équipées et donc puissent correspondre via ces messageries. Donc voilà, mais ça fait partie, de l'identification, bah, c'est ça, des partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc pour l'usage, j'y reviens, comme Julie le disait, et donc après d'aller vérifier que, vos correspondants sont bien équipés, aussi d'une messagerie, sécurisée de santé. Et sur le thème de la messagerie, on aura un midi dé collectif qui sera dédié, donc début juillet. Donc voilà, on pourra, revenir sur ces sujets-là et sur les cas d'usage. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Peut-être sur on a vraiment ciblé le webinaire sur la partie, justement de la définition, des rôles et des professions parce que c'est quelque chose qui était un peu nouveau, donc qui n'avait pas forcément été présenté sur d'autres webinaires qui pouvaient être dédiés au RPPS+. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. En profiter, d'avoir, Julie de l'ANS avec nous pour répondre à vos questions. Si vous voulez, je peux prendre une minute pour expliquer vraiment les uns après les autres les documents et les formulaires que vous devez compléter. Et je le répète, hein, vous aurez vraiment un document dans lequel vous retrouvez tous ces formulaires et il vous est expliqué comment les compléter. Par exemple, avec une flèche finesse juridique, voilà, vous devez renseigner finesse juridique, etc. Je refais une petite session du coup de rabâchage. Elle ne sera pas trop, je pense. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le prérequis pour accéder aux moyens d'identification électronique proposés par l'ANS, c'est le contrat d'adhésion qui va de pair avec le formulaire 101 qui est la désignation du représentant légal de l'établissement et donc bien souvent le directeur de l'établissement. Ensuite, vous devrez donc désigner le gestionnaire RPPS+, à nouveau à l'aide de formulaire. Si ce dernier a déjà une carte de la famille CPX, une carte CPE, CPA, il faudra compléter le formulaire 502. Et si en revanche, il n'est pas équipé de carte, il faudra compléter le formulaire 301. Mais vous l'avez dit, avec le support, ça sera parfait. Est-ce que
Est-ce qu'une autre personne aurait une question? N'hésitez pas à lever la main, hein. On peut rester encore 1 ou 2 minutes et puis parce qu'on a fini en avance par rapport aux autres webinaires. Non, c'est tout bon pour vous? Eh ben, écoutez, s'il y a plus d'autres questions, comme annoncé, donc on vous transmettra, le support, donc qui contiendra déjà donc les éléments dont on a parlé et puis, donc le replay. Donc comme vous y étiez inscrit, vous recevrez dans tous les cas, automatiquement, donc plutôt en début de semaine prochaine étant donné qu'il y a le pont de l'Ascension, enfin l'Ascension, en cette fin de semaine et puis donc ça sera disponible sur le site, de l'ARS. Comme indiqué aussi, donc les prochaines sessions, des midis du collectif, donc la suivante sera dédiée à mon espace santé, qui aura lieu donc, le 14 juin et puis, la suivante qui sera sur le sujet de la messagerie sécurisée de santé, donc, début juillet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les liens sont déjà disponibles, sur le site de l'ARS et vous seront retransmis dans le mail avec le replay et le support. Merci encore à Julie Mariotto et à Sébastien Rambaud d'avoir, bien voulu intervenir sur ce midi du collectif et je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.